Bon, bah, ce paquet-là, bah non, je vais pas encore le déballer cette fois-là. Ça va être. Ça va être la prochaine fois que je vais le déballer. Bon, on sort les pépés? Les pépés? Bah, nous. Ah oui. On est plus de Ah, c'est première nous les jeunesse. pépés? Ah bah oui, Bah on oui, est bah, des pépés nous. Ouais, t'as vu en plus, on est parti alors qu'il faisait froid. C'est pas bon pour nos rhumatismes ça. Et il faisait froid, brouillard, mais on était encore debout et on est avancé. Toujours debout. Voilà, dans le froid, il y est mal. Ouais. Par contre, on a évité la forêt hein, parce que là c'est un. Oui, Là- on a évité une route ouais, qui Oui. pouvait être potentiellement verglacée. Tout C'est ça, pour un petit vide-grenier hors saison, un petit vide-grenier dont on n'attendait pas grand-chose. Non, mais Voilà, c'est... il y a 3 petites salles. Les gens sont sympas. Ils sont restés super bien organisés. On n'a pas gagné la bourriche par contre. Il y avait une bourriche Bouche d'huître. d'huître. Oh, zut. Ouais, je sais pas si tu te souviens. Bourriche d'huître, 2 bourriches d'huître toutes les heures. On n'en a pas eu. Bon. Ouais. Bon, bah, à la place, on s'est trouvé des petits trucs. Ah, les petits trucs, ouais. De la BD quand même. Donc, ce soda numéro 13, scénario de Tom, mais au lieu de Gazzotti, c'est Dan Verlinden. Donc, c'était un autre dessinateur qui reprenait. Et ma foi, c'est dans l'équipe de Tom et Jean-Ry, ils ont eu, je dirais, des collègues ou des élèves, je sais pas trop, c'est plus ou moins, ça devenait plus ou moins studio. Mhm. Donc, il développait un peu le même style de dessin. En plus, le dessinateur a pas voulu faire un saut de style. Mhm. Donc voilà, bon, c'est vraiment voisin entre Gazzotti et Jean-Ry, quand même, hein, tu vois, le C'est vrai. dessin. Oui. On le voit dans les personnages féminins là. J'ai vu une femme là qui était. D'accord. Oui. Et donc, ça se tient bien. Ça faisait un moment, parce que Gazzotti, lui, il avait commencé seul, et puis la série des sodas c'était resté pendant longtemps au numéro 12. Et apparemment, il voulait relancer la série. Et c'était une histoire en 2 tomes. D'accord. C'est là. Sauf qu'entre-temps, Philippe Tom, le scénariste, est mort. D'accord. Est décédé. Ouais. Triste nouvelle parce que c'était vraiment. Ah oui, c'était puis chouette. il était pas vieux, quoi. C'est jeune pour Calanché. Et donc, il n'allait pas avoir de suite. Il se passe un sacré bout de temps, et je crois que c'est cette année ou juste l'année dernière, l'année dernière, qu'ils ont ressorti. Ils ont ressorti un autre soda. Oui. Avec de retour au dessin Gazzotti. Et comme scénariste, c'est Jean-Louis Bocquet. Et donc, alors bizarrement, je crois qu'il lui aussi est marqué 13. Numéro 13. Ah, ça voudrait dire que celui-ci, ils l'ont retiré, quoi. Ouais, je dirais. Alors, après, par la suite, ce numéro par Gazzotti et Bocquet, il est marqué genre hors collection ou sans numérotation. D'accord. Par contre, celui-ci, en gros, il a été retiré du catalogue quand on consulte sur le site de Dupuis. D'accord. Il n'apparaît plus. Donc ça veut dire qu'il n'est plus édité. Donc c'est une Voilà. bonne pioche. Donc, moi, je me suis dit, un complot, je sais pas, c'est bizarre, c'était bizarre, quoi, quand j'ai... Et donc, moi, comme je suis une série où je suis des auteurs, même si j'aurais pas la fin de l'histoire, je le voulais. Et je l'ai eu. Parfait. Hop. Alors, sur le même stand, en fait, j'ai acheté tout sur le même stand finalement.
Hop. Bon, faut dire qu'il y avait des choses sympas. Hein. Les prix étaient vraiment hyper corrects. On sentait vraiment que c'était un collectionneur amateur qui revendait des choses qu'il avait chopées sur un vide-grenier ou pour se faire quelques sous. Oui. Ou pour... il a fait un tri dans sa bibliothèque aussi. Voilà. Ça peut être ça. Il avait un petit peu de tout. Hein. Ça doit être un petit peu comme nous, un collectionneur de collection. Hein. Ouais, voilà. Parce qu'il avait aussi des... il y avait plein de choses plus ou moins vintage, plus ou moins sur les bouquins, il avait des jouets, et tu sentais, c'était l'occasion de se débarrasser dans un petit vide-grenier. Et je me demande s'il n'était pas là déjà l'année dernière et au même endroit. Ouais, je pense que... Parce que c'est ce petit stand là au fond, il fait sa vente annuelle, quoi. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Ouais. Et l'heure. Donc, du Manu Larsenet, thérapie de groupe. Alors, le vendeur m'a dit, il est torturé, lui. Hein. Oui, je crois bien, ouais. C'est Larsenet, ouais. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a les 3 tomes. Ah, il s'était déjà couvert. Oui, je pense que c'est lui qui a couvert. Hein. Oui. Et c'est l'univers de Larsenet. Alors Larsenet, il a tellement fait de trucs, c'est dur à savoir. Il a fait plein de styles de dessin. J'ai envie de dire, je lui fais confiance. Oui. Je tente et puis c'était pas €1 le bouquin, mais il n'exagérait pas le vendeur, donc ça m'a permis. Ouais, je me souviens plus du prix que tu l'as payé. Tu me l'as dit pourtant dans la voiture. Donc je pourrais 20 € les 3. Ah, voilà. Ça y est, là, t'es content. Tu me l'as extirpé. Je te l'ai extirpé. Voilà, c'est ça. Donc, avec subtilité. Sachant qu'un album fait dans les 15-16 € maintenant. Donc pour le prix d'un, pour un peu plus du prix d'un, j'ai les 3, c'est cool. Oui. Voilà. Donc ça, c'était mes achats sur le vide-grenier. Non, il t'en reste encore sur la droite, la gauche. J'ai ça, ouais. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah zut, bon, c'est pas grave. J'ai ce que je voulais. Moi, Jean et Pierre Louis, là, je pouvais pas le laisser sur place. Ouais. Ah ouais. J'adore Jean et Pierre Louis. Alors en fait, ça c'est pas des dessous de boc, hein. C'est pas pour mettre son verre de bière. C'était présenté comme ça aussi. Oui, c'est vrai que ça peut. Sauf que c'est un couvercle de. Ovomaltine Tony Malt. Tony Malt, ok. Voilà, c'est marqué dessus. Là. Non. Ah non, c'est pas marqué. Enfin bon, bref. Et donc, c'est du métal. Le fond est en métal. C'est vachement sympa. Oui. Et très souvent, c'est un dessin inédit. Alors là, c'est un peu basique comme dessin. Parce que Peyo savait bien recycler ses dessins. Celui-là, je dirais, a priori, je le connais pas, donc je dirais qu'il est inédit. Donc, c'est sympa. Puis Pierre-Louis, c'est génial, quoi. Ouais. Hop. Donc, voilà pour mes achats. J'ai le droit cette fois? Oui. Bon. Mes achats sur le vide-grenier. Ce fameux vide-grenier. Et comme je tiens le crachoir, la caméra et le micro, je vais continuer sur mes achats internet. Et il y en a. Il y en a 2. Hop. Donc là, c'est, j'ai envie de dire, l'achat improbable. Je vois l'annonce, je me dis, mais elle s'est trompée, elle a oublié un 0, la vendeuse. Non. T'es qu'à s'en foutait. Ouais. Elle m'a dit, vous avez fait une bonne affaire. Oui, je sais bien. Et donc, Dan Cooper, en plat damier. Oui. Le dos, j'en ai rien. Il n'y a rien à dire. Il est super bien, le dos. Voilà, il y avait genre une légère trace de scotch. Ouais. Il n'y a pas de point tendant, mais bon, et là, il y a un petit peu sur la tranche. Mais quand c'est noir, ça c'est nickel, ça. C'est encre de Chine et puis ça se refait tout de suite.
Et puis bon, bah c'est pour l'âge, parce que c'est de 58, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Ah oui, c'est très bien. Donc ce qui est vachement sympa, c'est que par la suite, la couverture a été changée. Donc c'est une ancienne couverture. Ça c'est vachement sympa. Alors, je suis loin d'être fou de Dan Cooper. Je me suis dit... parce que le premier, c'était sur un prototype d'avion, machin. Je l'avais lu, ça m'avait laissé indifférent. Un peu comme du Buglani. Et là, c'était l'aspect un peu science-fictionnesque. Puis bon, c'est un dos toilé lombard, c'est quand même... c'est des beaux objets. Voilà. C'est vrai que c'est chouette. Hein. Ça fait vraiment de la vieille BD. Alors ça, c'est l'équivalent d'Ulrich. Ah, Il s'appelle Sanders. Sanders, ouais. Ouais. Il est très méchant. Et il ressemble un peu même à Ulrich, hein. Ouais, c'est même un peu l'ambiance, quoi. Mais bon, c'est pas Jacobs non plus, quoi, pour moi. Donc, j'attendais vraiment l'aspect science-fictionnesque. Là, on est à la page 27, il n'y a toujours pas de... Ah, ça apparaît, page 27. Ouais. Ça doit être dans des Sciences et Vie, des prototypes vus dans Sciences et Vie, je pense. Possible. Et c'est vrai qu'il y a certaines couvertures de Sciences et Vie, ça fait très vieille SF. Hein. Et donc l'aspect science-fictionnesque, c'est quand même vers la fin, avec un satellite habité. Ah, donc pour l'époque, c'était de la science-fiction. Pour l'époque, oui. Puis ils vont un peu dans l'espace pour un oui, pour un non. Et ma foi, ils se baladent dans le vide d'une manière tranquille. Quand ils pensent la difficulté que t'as. Ouais, ça a l'air d'aller. Attends, là il est passé du vide, il est façon... Il fait un espèce de délire, tu sais pas où il se retrouve, enfin c'est... Ah ouais, ça a l'air sympa quand même. Ouais, c'est sympa. Puis bon, le prix était vraiment hyper... Ah oui, c'était incroyable. Le prix d'une BD neuve, quoi. Oui, voilà. Mais pas dans les plus chers. Hein. Ouais. Dans les premiers prix. Ah bah oui, puisqu'en fait, t'avais les frais de port avec. D'accord. Ouais. Donc vous voyez à peu près. Je compte les frais de port. Donc, il n'y a pas de point Tintin. Ouais. Mais sincèrement, il est en super état, quoi. Ouais, ça va. Là, ça commence à se fendre. À se fendre un petit peu. Ouais, ah oui. Je me méfie. Bon, bah c'est super chouette. Ouais. Très bon achat. Ah, mais improbable. Oui. Et là, je sais plus pourquoi, ça m'est revenu. Je savais qu'il existait ce coffret des singles des Clash. Qu'à l'époque, quand il est sorti, c'est je bavais, mais je reculais à cause du prix. À cause du prix. Et puis, je sais plus pourquoi, j'ai dû lire un truc sur les Clash. Et je me dis, tiens, il y avait ce truc-là, quoi. Et donc, je fais une petite recherche. Il était vendu un bras sur un site, vendu un autre bras sur un autre site. Ouais, ça fait 2 bras. Voilà, et sur un troisième, oh purée, non, c'est... Des clopinettes. Pas des clopinettes, mais voilà, j'avais reçu mon... Un orteil. J'avais reçu, non, mon salaire. Et donc, je dis, mince, je vais me le payer, et sans que ça me coûte un bras. Donc, ce qui est marrant, c'est que c'est numéroté. C'est numéroté, ouais. 33 887. Ouais. Voilà. Donc bon, déjà c'est un... Mais, bon, c'est numéroté, mais c'est une grosse série. Ouais, mais ils ont vraiment fait un bel objet. Hop. Donc, voilà. Ok. Ah oui, quand même.
Et donc, ils avaient fait, dans leur carrière, 19 singles, 19 Donc, 45 tours. Donc, un un livret. livret que j'ai pas accroché plus que ça. C'est divers artistes, comme ils ont eu les 45 tours des Clash, comment ils ont réagi par rapport à ça. Bon, là, il y a Shane McGowan, c'est des gens connus, quoi. Mais j'ai essayé de lire et ça m'a pas accroché, j'avoue. Donc ça fait un joli livre quand même. Et donc le détail de tous les CD. À la fin. Et il faut bien parce que en fait C'est que c'est des petits facsimilés, des sortes de... c'est vraiment, oui, c'est des D'accord. facsimilés. Ils reprennent la pochette du 45 tours. Donc, ils reprennent la pochette Et c'est tout. et c'est tout. Bah, c'est chouette, hein. Sauf que le CD, ils ont été jusqu'à reproduire Ah, donc le label, mais quand tu regardes l'aspect vinyle. l'aspect vinyle avec les différentes plages Ouais. et tout le tour, tu vois. Ah, c'est bien fait, hein. C'est propre. Ah ouais, c'est vraiment, Ah, et il est noir dessous, d'accord. c'est vraiment un... Ah, ils ont le souci du détail quand Ah même. ouais, il est vraiment ils ont fait un très bel objet. Oh, bah, c'est vrai que les CD, hein, c'est le moment. Si vous voulez commencer une collection de CD, c'est le moment. Hein. Et donc chacun a été travaillé. Donc ça s'ouvre sur le haut parce que les singles anglais s'ouvraient sur le haut. Ah, ok. Voilà. Donc là, c'était la fin de carrière des Clash. Voilà, et ça fait... j'en profite. Ah, là, j'ai d'accord. 45 tours. Oui. Là, c'est 45 tours français. Donc Rock the Casbah, la face B, qui était joué en général un petit... un morceau qui ne méritait pas d'être en album, mais ça faisait un petit bonus. Et sur les CD, certains avaient connu une version maxi. Oui. Et donc sur les CD, tu as donc le 45 tours plus les remixes du maxi. Ah, d'accord, ok. Et parfois même peut-être un ou deux trucs mais c'est négligeable de promo, mais qui sont pas très intéressants. Mais voilà, tu avais vraiment des tas de trucs. Donc hop. Et à chaque fois, le label est travaillé. Est-ce que celui-là, il y a... Hop. Il y a vraiment ça sur le label, quoi, en fait. Ah, ok. Ah, pour les fans des Clash, évidemment, je comprends que ça puisse... Ah ouais, c'était... Ah, Radio Clash. Ouais, Radio Clash, je vais le mettre de côté. Hop. Donc ça, c'était le premier vinyle. Enfin, le premier 45 tours qu'ils avaient sorti. London Calling. Alors, sur London Calling, je crois que c'est Armageddon Time qui a connu deux dubs, deux versions dub, et elles sont dessus, quoi. Ah, ok. Les Clash ont fait du dub, alors? Ou c'est des... Oui. Ah oui, ok. Ouais, Ou voilà. c'est des DJ qui leur ont fait les morceaux? Il y a un peu des deux. Un peu des deux. Ils en ont fait eux-mêmes. Il y a celui-là aussi que j'aurais bien aimé trouver en 45 tours, mais à chaque fois c'était super cher. C'est leur reprise de... Ah la vache. Et celui-là était comme ça, quoi. Ah, ok. Ça s'ouvrait. Tu vois, je pensais qu'il y avait que en reggae qui faisait du dub. Eux, ils faisaient en partie du reggae. Ouais, c'est Ils vrai. étaient dans des quartiers où tu avais des rastas. Ouais, exact. Donc eux, ils étaient immergés aussi avec Dans cette culture-là. Ouais. dans cette Ouais, culture-là, quoi. Et donc là, il reprend une I fought the law. I Fought I the won. Law, des Crickets, des Crickets de Buddy Holly, et ils ont fait quelque chose de vraiment de fabuleux, leur Ouais. reprise. Ouais, je l'ai en tête, ouais. Voilà. Hop.
Et puis bon, allez, hop, pour Radio Clash, donc voilà, hop. Donc le CD est comme ça. Il se trouve que moi, hop, j'ai le 45 tours. Alors bizarrement en France, le 45 tours, on trouvait avec petit trou comme ça. Oui. Et voilà. Et donc. Ah oui, tiens, c'est bizarre parce que normalement les 45 tours français, ils avaient un grand trou. Ouais, mais là, je sais pas. Là, c'est un petit trou. Voilà. Et... Avec l'adaptateur qu'on mettait au milieu là. Et donc là, voilà. Donc la face A, c'est This is Radio Clash. Face B, c'est déjà une version remix, dub, je ne sais pas comment dire. Voilà. Et j'avais un copain qui m'en avait parlé. Et voilà le maxi avec encore, enfin, 2 autres versions dub à partir de la même chanson. La même chanson. Ok. Hop. Et bon, bah ouais, t'en as pour facilement une demi-heure sur la même. Ah oui, en version dub, d'accord, ok. Bah, de toute façon, tu le fais durer autant que tu veux. Voilà. Tiens. Là, The Magnificent Seven, c'est le. Là, ça m'évoque toujours les 7 mercenaires. C'est autre chose. Oui, c'est un autre morceau, mais bon, c'est. Tiens, j'en profite. J'avais trouvé le. Ah, et c'est quoi? C'était un concert? Non. Ah non, c'était une étiquette, d'accord. L'étiquette du jukebox. Ah oui, ok. Ah oui, c'est. Et bon, bah, t'as des variations même en France, donc il se présente comme ça, et celui-là, je sais plus, il se présente. Voilà, là, le trou est large. Non, c'est autre chose. Voilà. Bon, bah, nickel. Et là, ce coffret, tu l'as reçu cette semaine, c'est cela? Oui, voilà. Il y a des trucs comme ça, ça a été en rafale. Oui. Bah, j'ai fait le tour. Donc, c'est moi? Ouais. Donc, c'est mon tour. Oui. Donc, je n'ai pas grand-chose, mais j'ai des trucs où je suis assez content. Alors, ceci, c'est le Soldat traqué par Christian Malbos. Il fait partie des livres qui sont des témoignages sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'en ai plusieurs. J'avais justement, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est marrant, la maquette ressemble un petit peu au Soldat oublié de Guy Saget, qui en fait est devenu dessinateur de bande dessinée après. C'était. Ah, Mouninou. Oui, c'est ça. Tu m'en avais parlé. Oui. Ouais. Et je trouvais que c'était les mêmes couleurs, là, le Soldat traqué. Et ce livre-là, j'en ai entendu parler par un ami aussi qui s'intéressait à ça. C'est tout simplement quelqu'un qui a fait les mauvais choix pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y avait énormément de propagande, parce qu'il y avait la peur des bolcheviks. Et lui s'est engagé dans la SS avec cette propagande-là, alors qu'il était français. Donc il a fait partie de la division Charlemagne, qui en fait s'est fait étrier d'abord sur le front de l'Est et les survivants ont fini à Berlin. Il faisait partie des derniers défenseurs de Berlin. Et il y en a quelques-uns qui ont échappé en fait à la capture, dont ce soldat donc, qui s'appelle Christian et qui en fait essaie de survivre en essayant de ne pas être capturé par les Russes, parce que quand on faisait partie de la SS, c'était pratiquement la mort tout de suite. Il ne faisait pas de quartier et personne ne se faisait de quartier d'ailleurs sur le front de l'Est. Et il essaye de survivre. Et donc c'est un récit de survie. Alors bon, je suis pas dans l'idéologie SS, vraiment c'est juste une... Je pensais, moi. Ah. Non, mais ça m'a toujours intrigué, et ces récits de vie, en fait, c'est après qu'on peut se dire oui, moi j'aurais été résistant et tout ça, mais à l'époque il y avait tellement de propagande de tous les côtés, déjà il fallait survivre, qu'en fait certains ont fait des choix, et en fait des fois ils expliquent pourquoi. Par exemple pour Guy Sager, en fait simplement c'est qu'il était, sa mère était allemande, donc il avait la double nationalité, et en fait il détestait son père, donc quelque part c'est que aurait dit Freud à propos de ça. Ouais. Voilà, donc par curiosité, on m'en avait parlé, je vais essayer de le lire, je vais voir ce que ça donne. Hop là. Alors, une musique de film. Alors, le film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, c'est Shakespeare in Love. Ah, je crois que je l'ai vu, pour une fois. Ah, et alors? Tu t'en souviens? Je crois que c'était vachement sympa. C'est un film vachement sympa. C'est un super film, et la musique est très sympa aussi.
Donc en fait, bah voilà, c'est Kenneth Paltrow en plus. Vous pouvez pas, non, vous êtes obligé d'aller voir un film avec Kenneth Paltrow. Et c'est l'histoire simplement Shakespeare in Love. C'est Shakespeare qui est assez jeune et qui en fait à la suite d'une déception amoureuse, il n'arrive pas à écrire une nouvelle pièce. Et donc ce qui est rigolo, c'est que c'est un petit peu présenté, à un moment donné, il est en train de discuter avec un autre auteur de pièces, et ils sont comme s'ils étaient dans un bar, quoi. À un autre moment, en fait, il va voir quelqu'un, et en fait, ça ressemble à une séquence de psychanalyse, quoi. Alors que c'est à l'époque de la reine Victoria. Et il n'arrive pas à écrire une pièce. Et puis il y a un petit événement qui fait que là il va être inspiré, et en fait sa pièce ça va être Roméo et Juliette, et sa création se fait en même temps que les auteurs, les acteurs agissent. Il y a des petits événements historiques, mais c'est surtout que c'est très drôle et c'est influencé par sa vie. Alors ce principe-là a été totalement copié dans un film qui est sorti il y a 4 ans, 5 ans, sur Edmond Rostand, à propos de Cyrano de Bergerac. Ouais, c'est ça. Et donc, par contre, là, il n'y a pas de talent. Alors, j'étais très déçu de ce film-là. On sent qu'ils ont tout piqué dans Shakespeare in Love, mais il n'y a pas le talent de ce film-là. Donc, c'est un film qui a été mis en scène par Madden, qui avait fait aussi le Capitaine Corelli, qui était un film assez sympa aussi. Et donc, voilà, si vous avez l'occasion de voir ce film... La musique est bien. Et oui, la musique est bien. Donc, parce que c'est ce que tu présentes. Hein. Là, c'est la musique, et la musique est chouette, et donc je suis content de la voir. Alors, un petit livre dont vous êtes le héros, il me semblait bien que je l'avais, dans le doute j'ai pris. Mais bon, je ne l'ai pas encore nettoyé, oui, encore les traces de colle. Vérifié J'ai vérifié, je l'ai déjà. Mais bon, ça ne me dérange pas. Et l'état équivalent il en mérita, celui que j'avais. Donc c'est celui-ci que je ferai. Là, il y a des petites choses, mais là, ça va, il est en bon état. Hein. Mais bon, j'avais pas envie de le laisser derrière moi. Hop. Parce que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup sur ton tableau de chasse. Voilà. Alors ça, c'est celui-ci que j'ai acheté ce matin. Donc c'est la version brochée, la collection pilote. Hop. Alors, collection pilote années 70. Oui, voilà. Donc c'est le numéro 22. C'est la première édition. Bah, c'était là où tu as acheté les Larsenet. Ouais. Donc du 3e trimestre 1979. Donc on voit bien là le copyright, le dépôt légal, ça correspond. On arrive au 22, c'est ok. Et là voilà, c'est une courte histoire de Casa. Alors j'avais déjà, c'est celui-ci que j'avais déjà. Donc ça c'est la réédition de 1982, donc en cartonné. Ils ont changé la couve. Et en gros, c'est très 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 influencé par les années 70, le côté baba, un petit peu on se moque des conventions, on se moque des gens qui sont un petit peu trop âgés, de ceux qui ont une vie réglée, un boulot métro dodo, voilà c'est ça. Alors là, on voit que ça c'est ses premières histoires, hein, ça ressemble un petit peu à des choses qu'il faisait dans Fume, c'est du Casa, des choses un petit peu totalement... dessins et puis des textes à côté. Alors après on a des sketchs plus BD mais avec des ambiances. Une sorte de délire à partir de la banlieue où il habite. Oui, c'est ça. C'est ça le principe, c'est qu'il est dans des HLM, il est dans des délires, il se fait des délires où en fait les gens normaux, en fait, on va dire les gens un petit peu plus âgés, qui sont des quadras, voilà, ils sont des morts-vivants. Style beauf. Ce sont des beaufs. Oui, c'est ça, ça ressemble beaucoup aux beaufs de Cabu. Hein. Et en fait, si on leur a mis la télé, c'est bon, ils deviennent moins agressifs. Et il se fait des délires comme ça. Il se fait des délires sur sa banlieue. Là aussi, sur l'underground aussi, où en fait... les gens sont là, tranquilles avec leur télé, puis une vie très conventionnelle. Il y a les hippies, il y a le gars qui monte, et en fait, voilà, ça c'est l'intérieur de leur appartement. Ouais. Alors, ce qui m'amuse, moi, c'est que, effectivement, même dans les années, je me souviens, 85-87, j'avais des copains, c'était la continuité de cette façon de penser, quoi.
Que les vieux ont, sont ça. des pépères. Les vieux sont des pépères et eux, voilà, ils avaient la connaissance de ce qui était essentiel. Alors que bon, chaque génération vieillit et trouve que les jeunes, c'est des petits cons. Oui, et puis je crois qu'il y a des textes, on est remonté à des textes à l'Antiquité où c'était déjà ça. Ouais. Les jeunes n'avaient plus de respect pour les dieux, ils étaient irrespectueux. C'est marrant parce que, chaque génération, c'est ça, quoi. Voilà. Donc voilà, moi j'ai toujours aimé Casa en fait parce que déjà les premiers bouquins de SF, souvent c'était des illustrations, j'ai lu là, il y avait beaucoup d'illustrations de Casa et puis il avait fait des séries comme Arcadie qui étaient vraiment chouettes. Chez Metal Hurlant. Enfin, donc là c'est associé. Voilà. Et puis il y a un imaginaire qui est totalement déjanté. Il y a même une histoire, ça je trouve que ça se rapproche un peu du sens de la vie où en fait je sais plus dans quel album c'est. Oui, c'est ça. Où en fait, ce sont les hippies se présentent comme des pirates. Alors ils sont dans l'intérieur d'un pavillon et la nuit leur pavillon attaque des HLM ou attaque les autres pavillons. C'est totalement déjanté, mais il y a cette façon de penser. Et c'est totalement délirant en fait. Donc voilà, je suis assez content d'avoir ce petit brochet. Là, en plus, c'était vraiment un prix. C'était 2 €, donc je vois pas pourquoi je me serais gêné. Avec une couve différente. Bon, c'est un peu j'aurais pu me contenter de celui-ci, mais bon, je me suis dit, tiens, toi, tu viens c'est un charme à chaque fois. On trouvera des charmes dans chaque collection, mais parce que c'est modeste, ou parce que c'est beau, ou parce que ceci, parce que c'est là. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est le dernier vide-grenier de l'année. Je le dis. Ouais. Bon, faut dire qu'on est le 17. Hein. Le 17 décembre. 17 décembre, bon, là, c'est beaucoup. La semaine prochaine, ça sera le 24. Ouais, ils veulent pas faire de vide-grenier le 24. Non, je me demande bien pourquoi. Ah ouais. Bon, on va vous souhaiter une bonne semaine, bonne fête. On trouvera bien un petit quelque chose à mettre sur la chaîne. Oui, sinon, bon réveillon, bonne fête de Noël à tout le monde. Bonne fête quand même. Voilà, et puis portez-vous bien, et puis mangez pas trop, mais mangez bien quand même. Voilà. Oh, le conseil. On va arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.